Autrefois, j'étais marié. C'était il y a, disons, j'ai du mal avec les dates. Non, les dates, je ne sais même pas. La date de mon mariage, je suis incapable de vous la donner. C'était au mois de juillet, ça, je le sais, mais le mois de juillet de quelle année? 96, 97, 98 ou plus tard encore? Non, plus tard c'est impossible. Si j'égrène les années suivantes, on finira par tomber sur l'année du divorce. Mais c'est faire peu de cas des années qui précèdent, comme si du moment où nous étions mariés, nous nous acheminions déjà vers la séparation, à peine engagés l'un pour l'autre. Je, nous, elle, je, sûrement elle, je ne saurais dire je. Donc, me séparais déjà d'elle. À peine j'avais dit oui, l'idée de la séparation prenait forme dans mon esprit, embarrassé par ce mariage, et bientôt j'ai tout fait d'elle, de sa mère, de sa grand-mère, des maisons, des villages, des habitudes, confusément d'abord, car il est difficile d'admettre qu'à peine marié, on songe déjà au divorce, mais l'idée de la séparation insiste qu'on le veuille ou non, que ça nous arrange ou non, et finit par se ménager sans qu'on ait pris la peine d'y penser vraiment une place dans un coin de l'esprit, malgré son étroitesse confinée qu'il était, l'esprit entre elle et ses affaires, ses manies, mes absences de plus en plus fréquentes au point qu'elle a fini par s'en rendre compte. Mon mari, je ne te reconnais plus, dit-elle. Elle avait raison, moi non plus, je ne me reconnaissais plus. Ça se défait, ça s'effondre, c'est inéluctable, ça s'épuise. Bientôt, nous n'avions plus que cette idée en tête, on devient un couple qui est en train de se séparer. Ça ne peut plus durer, ça ne durera pas, ça dure pourtant. On fait tout ce qu'il faut pour précipiter la fin. Je vais baiser ailleurs, elle va baiser ailleurs, par mesure des rétorsions. Je fugue, je reviens, elle m'ignore, elle m'attend, elle menace, me soumet à la question, espère, désespère. Et plus elle s'agite, plus je m'opacifie, plus je gèle, ne lui offrant plus qu'un silence mortel. Un silence mortel au lieu des mots. Et du reste, le divorce en soi, l'événement sec, tranchant, implacable, l'acte administratif consigne dans le bureau du juge au 3e étage du palais de justice par lequel la fin est consacrée comme le fut le commencement, marque le triomphe de mon silence mortel. Et puis on se retrouve descendant les marches, les pierres blanches de l'escalier monumental. Elle n'ose pas me demander si, par hasard, j'avais le temps pour un café. Et je vois toutes ces terrasses étalées au printemps sur la place du palais de justice, là même où nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans. Nous étions étudiants, souviens-toi, et là, maintenant, nous nous retrouvons, après la signature, à la même table ravagée de tristesse. Et en même temps, je parle pour moi, soulagé. Un soleil parfait inonde la place du palais de justice, un soleil indécent. Il y a un peu de vent, il soulève ses cheveux. C'est tellement bon d'être dehors après avoir attendu, englué dans cette chaleur étouffante, 1 heure durant dans le couloir devant le bureau du juge, après avoir attendu toutes ces années dans une chaleur étouffante, englué à mon bureau qui se trouve entre la chambre à coucher, sa chambre à coucher, et la salle de bain, sa salle de bain. La vérité, c'est que j'ai vécu toutes ces années retranché dans un bureau de 5 mètres carrés, moi qui souffre de claustrophobie, qui suis incapable de passer une journée sans aller dehors, qu'il pleuve ou qu'il neige, non. Café, c'est gentil de proposer, mais j'ai affaire, je dois partir. Je ne peux pas lui dire, la compassion m'en empêche, car malgré tout, je me sens triste, ou plutôt, je suis triste. J'ai mieux à faire, je suis déjà parti, si tu savais. Je suis déjà parti depuis longtemps. Et ces retrouvailles, elles me dégoûtent à l'avance. Ma tristesse, elle m'insupporte. Chaque geste, je pourrais le prévoir, chaque mot, chaque dégoulinant meilleur souvenir. Ces bons moments qu'on a eus quand même, n'est-ce pas, mon amour? Dis, ces bons moments qu'on a eus quand même. Elle voudrait me piéger en éveillant un petit morceau de mémoire. Elle voudrait s'articuler encore une fois à moi dans ma mémoire, que nous soyons à nouveau réunis dans le passé. Mais quoi? Allons-nous faire demi-tour là maintenant et grimper à nouveau les escaliers jusqu'au bureau du juge et demander quoi? L'annulation de tout? Alors, je lui oppose mon silence mortel. Aguerri comme je suis devenu en matière de silence mortel.
Ça n'a rien de difficile, ce silence mortel. C'est une seconde nature pour moi. Et quand, enfin, devant mon silence mortel, elle cesse de m'embarquer sur la voie glissante de mes propres souvenirs, elle cesse d'implorer ma sale petite mémoire. Nous y sommes. Cette sale petite mémoire dont il va être question plus loin. Elle se remémore soudain. Quel salaud j'étais. Comme si l'instant d'avant, elle l'avait réellement oublié. Et voici l'énumération de mes frasques et mes turpitudes. Elle n'a pas besoin de moi pour s'en souvenir. Qu'elle se souvienne, peu importe. Je m'en porte mieux, je préfère sa haine à ma compassion. Le temps des justifications est passé. Cette scène-là, le dernier café, je la devine trop bien. En passant devant la terrasse du snack qui borde le palais de justice, je peux déjà l'observer, la décrire, voir ces deux-là qui se redressent à la table d'à côté, la femme maquillée comme une pain-bêche, sûre qu'elle ne s'est pas gênée bien avant que le jugement soit prononcé pour aller fricoter ailleurs, regardant alternativement au loin, puis dans son sac à main de cuir rouge, ensuite consultant ses messages sur le téléphone, et lui, ses yeux plaintifs d'assistant comptable derrière les lunettes rondes. Il aurait fallu, mon gars, décoller les yeux de tes chiffres. T'as des zéros à la place des pupilles. Quand tu sentais son parfum flotter tout autour de ton crâne à calculer, il aurait fallu lever les yeux, lever le nez. Et maintenant, c'est toi qui rampes devant elle, qu'elle te fasse au moins l'aumône pour la dernière fois d'un regard. Tu peux toujours avancer, l'air de rien, ta main droite si fine et si délicate, pas une main d'homme, pense-t-elle, vers sa main à elle ornée d'ongles rouges affolants. Trop tard. Ou bien, à cette autre table, un couple de bourgeois, assurément lui, l'homme, riant à pleine voix, ponctuant chacun de ses éclats d'un geste brusque, et elle, d'un discret sourire, l'écoutant à peine déblatérer le flot habituel des frasques et des surpitudes, lui, espérant toujours sauver la mise. « C'est fini, mon gars, ne vois-tu pas que c'est déjà fini ?» S'efforçant de capter son regard à elle en la bombardant des éclats de sa personnalité extraordinaire. Le genre de type qu'aucune femme ne saurait abandonner sans scrupule. Le genre de personnalité à laquelle on devrait consacrer sa vie entière. Souffrance comprise, elle, discrètement, comme toujours, pensant qu'elle en a soupé de ce spectacle, que de cette personnalité, elle a déjà fait le tour. Cause toujours, mon gars, je t'ai compris. Elle ne le dit pas comme ça, pas avec ces mots, mais ce qu'elle pense ressemble à ce que j'ai écrit. J'ai fini par comprendre, pense-t-elle, il y a bien longtemps que le charme est rompu. Lui s'agite en vain, tellement vexé qu'elle ait signé ces fameux papiers sans verser aucune larme. Elle, satisfaite probablement de son sort. « Je garderai, si tu veux bien, la maison et le jardin, dit-elle d'une voix douce. Tu n'y mettais jamais les pieds, de toute façon, ce jardin, c'est le fruit de mon travail, après tout. » Et lui, tout indigné, le fruit de son travail. Il fulmine, en rajoute dans le théâtral, manque de renverser un verre, puis le renverse, et le verre se brise sur le bois verni de la terrasse. Elle, tandis qu'il s'agite, regardant discrètement sa montre, songeant qu'à cette heure-ci, elle pourrait paisiblement prendre son thé au jardin, du thé au jasmin, caresser du parfum des lilas. Peut-être se mettrait-elle à écrire de la poésie, peut-être, ou bien à peindre. Ce genre d'homme, se dit-elle, ce genre d'homme ruine toute créativité auprès de lui. Chaque désir émergent s'épuise et meurt, il occulte, il stérilise. J'ai réussi à sauver ce jardin, malgré tout, il est temps de sauver le reste, ce qui peut encore l'être. Puis, toujours à la terrasse, devant le palais de justice, à cette autre table, près du service à sorbet, une guerre ouverte. Les yeux rouges sang, les doigts sont crispés autour des mots envoyés comme des missiles, des mots à la place de meubles, de propriétés, d'enfants, d'automobiles, toutes choses s'abîmant dans d'impossibles transactions parce qu'ils n'ont que ça, des mots pour des choses à la place d'autres mots qu'ils s'infligent comme des blessures ou des preuves d'amour, incapables d'admettre la plate réalité qui les accable. Ils ont signé, ou ils vont le faire tout à l'heure, ils sont toujours en train de rompre
pauvres. Leur séparation est encombrée par tous ces objets qui traînent et leur servent d'alibi pour faire durer les choses. Ils ne renoncent pas, ils ne renonceront peut-être jamais. Ils se battent avec la finitude des choses contre l'infinitude de leur amour. Avec moi, rien de tel, pensais-je. Je renonce aisément. Je ne me suis pas assis à la table du café. J'ai dit gentiment quelque chose comme « Je dois y aller ». Et si elle s'est sentie offensée, si elle m'a considéré comme un lâche, peu m'importe. Je peux décrire ces scènes exemplaires qui se déroulent à la terrasse du café près du palais de justice tout en n'ayant aucunement envie de les vivre. Très peu pour moi, mais passons. Je ne veux pas parler de cette séparation, ni de ce mariage, ni des années de vie commune avant le mariage. Je n'écris pas seulement un livre sur cette partie de ma vie. Il y a beaucoup d'autres choses dont j'aimerais me débarrasser en écrivant ce livre, pas seulement de cette vie conjugale, rien que l'expression « vie conjugale », je la vomis. Il aurait mieux valu s'abstenir de vivre quelque chose comme une vie conjugale. À mon avis, dans mon cas, je veux dire, il n'est pas question de généraliser, il n'est pas question d'expliquer à d'autres à quel point la vie conjugale constitue une perte de temps effroyable, fondamentalement un gâchis. Je veux dire, dans mon cas, car peut-être que dans votre cas, la vie conjugale s'avère non seulement souhaitable, mais la meilleure des choses qui vous soit tombée dessus, ou la meilleure des choses que vous ayez accomplies dans cette vallée de larmes. Mais je n'écris pas un livre sur la vie conjugale. Les livres de cette sorte m'ennuient, tous ces livres sur les vies conjugales, ratés ou réussis, ratés, puis réussis, puis ratés. Il n'y a absolument pas question de cela dans mon livre, absolument pas question de rajouter un livre de cette sorte sur les rayons des librairies. Il n'est d'ailleurs pas question de rajouter quoi que ce soit à l'entassement des livres dans les librairies. Il est question avant tout de me débarrasser de certaines choses, de choses qui m'encombrent depuis trop longtemps, le genre de choses dont on ne peut pas se débarrasser tout simplement en les étalant dans un coin de rue à l'occasion d'un vide-grenier ou en les déchargeant dans la benne à ordures de la déchetterie municipale. À la déchetterie, ils acceptent quasiment tout. La fille de la déchetterie, elle me l'a dit comme ça, on prend tout, on recycle, on brûle. Mais avant, il faut trier. Je n'ai pas osé lui demander si elle prenait aussi le genre de choses dont je souhaite par-dessus me débarrasser, que j'appelle, à titre provisoire, des souvenirs. Pourquoi ces choses ne sont pas véritablement des souvenirs, mais plutôt des morceaux, des bribes, et des lambeaux arrachés à la mémoire, ce que la mémoire daigne vous laisser en partage à la fille de la déchetterie. Je n'ai pas osé demander ce qu'elle faisait de ce genre de bribes. Je débarquais du coffre de la voiture, 3 vieilles tours d'ordinateur, des claviers, des disques durs, des écrans de toute taille, toutes ces choses que je trimballe au gré de mon errance dans le vaste monde depuis quand? Depuis des années. L'histoire de l'informatique résumée dans le contenu de mon coffre. J'ai jeté dans la benne les ordinateurs, l'un après l'autre, les disques durs et tout leur contenu, l'un après l'autre. Je les ai jetés avec force pour m'en débarrasser. Vraiment, il fallait que ce soit violent, que ça fasse du bruit. Les objets lancés dans la benne, ils sont allés fracasser des écrans de télévision. Je hais la télévision. Je les ai lancés avec violence dans le but de fracasser au passage les écrans de télévision, ces vieux écrans carrés, ces vieux postes de télévision en noir et blanc ou en couleur. J'en ai profité pour détruire ces appareils, achever de les détruire plutôt. Le bruit m'a convenu. J'ai lancé le dernier, le plus ancien de mes ordinateurs, plus fort que les 2 autres. J'ai pensé, il y a Dieu sait quoi dans la mémoire de ces ordinateurs, Dieu sait quoi gravé sur les disques durs. Si jamais un type préposé au tri des déchets subtilisait discrètement un de mes disques durs, parvenait à le faire fonctionner à nouveau, on ne sait jamais, il pourrait en lire le contenu, il pourrait peut-être lire des textes que j'ai écrits autrefois, des textes dont j'ai oublié la nature et la destination et que personne n'a lu, et de cette manière, il serait le premier à le lire, puisque je ne me relis quasiment jamais. Me relire est une épreuve insupportable quand on écrit pour se débarrasser. Il est absurde de se relire. C'est écrit, c'est débarrassé, c'est fait. Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est justement dans ce but que j'écris pour ne pas y revenir. Autrefois,
Il est difficile de donner une date même approximative, mais autrefois, j'écrivais, j'en ai la preuve s'étale copieusement dans des milliers de pages de cahiers dont des dizaines de cartons sont remplis à craquer, ces cartons qui me sont revenus un après-midi d'automne, il y a quelques années, je ne peux pas être plus précis depuis, ces cartons encombrent la chambre adjacente à mon bureau, le bureau où présentement j'écris. Ils s'entassent contre un mur de cette chambre qui n'a jamais été rangée car je n'ai jamais disposé des forces suffisantes pour entreprendre un tel rangement car, après tout, je suis plutôt du genre à déranger qu'à ranger un débarras vraiment, un entrepôt inutilisable, même pas fonctionnel. En plus des cartons, un sommier dans un sale état que j'ai remonté Dieu sait comment de la rue voisine, détritus massifs déposés sur le trottoir par le voisin. Comment j'ai pu le hisser jusqu'au 3e étage, puis dans cette chambre? Je l'ignore, j'étais ivre, ça je m'en souviens. C'était à l'époque où je buvais encore. Aujourd'hui, je suis à peine capable de le soulever, ce fichu sommier au ressort distendu, troué, taché. Boire me prodiguait de la force, c'est évident, la force qui me manque quand l'envie me vient de ranger la chambre. Sur le sommier, un matelas qu'il faudrait également jeter. S'en débarrasser serait la meilleure chose à faire, la seule chose à faire. J'ignore depuis combien d'années je trimballe ce matelas d'un appartement à l'autre. Il est tout en bosse et en creux. Dieu sait ce que sur ce matelas j'ai pu faire. Lire, baiser, dormir, vomir. Une nuit là-dessus, on se lève fourbu, les os en vrac, du linge de maison, comme on dit, des draps, des têtes d'oreiller, des couvertures, d'autres cartons, archives personnelles, comme on dit. Ces mots, archives, documents administratifs, fiches de paie, contrat de travail, contrat de location, quittance de loyer, facture d'électricité, facture de téléphone, comme on dit, acte de divorce, comme ils disent. À moi, ça ne me dit rien. Dans ces cartons posés sur le matelas, lettre de candidature, lettre de démission. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ce qui me concerne vraiment, ce qui m'a toujours concerné avant tout, on ne le trouve pas dans ces cartons posés sur le matelas en instance de pourrissement, mais dans les autres cartons, ceux alignés contre le mur sur l'étagère et à même le sol, dans ces cartons contre le mur, gisent toutes mes écritures, mes mots à moi, tandis que dans les cartons posés sur le matelas, c'est l'encre de leurs mots à eux qui est en train de s'effacer avec le temps. Toute cette encre bureaucratique s'efface, pas moins que l'encre de mes écritures personnelles, certes. Un peintre m'en avait fait la remarque en me désignant un tableau de Gauguin. Tu vois, les couleurs ont déjà perdu. C'était un siècle après que Gauguin avait trempé ses pinceaux pour les peindre. Leur vivacité, leur brillance, compare avec ces enluminures médiévales, on dirait qu'on les a gravées la veille au soir, que l'encre est encore fraîche. Van Gogh, lui, en mettait des tonnes. Compare Van Gogh et Gauguin, place-toi sur le côté, examine chacun des tableaux de profil, l'épaisseur de matière fait la différence chez Van Gogh. Il y a des creux, des bosses, une topographie, un relief. Moi, je mets des mots à la place de la matière, j'aurais pu lui dire une chose de ce genre. J'espère des mots qu'ils puissent invoquer la matière, qu'ils aient la puissance d'entrer en rivalité avec la matière d'une part et avec les mots bureaucratiques d'autre part. J'aurais pu lui dire, mais je ne lui ai pas dit puisque je ne le pense que maintenant. Être coincé entre la matière et la bureaucratie, c'est une idée qui me vient maintenant. C'est affreux de s'acharner à écrire tout en s'efforçant en même temps d'arracher l'écriture à la matrice bureaucratique, d'où, in fine, toute écriture est issue. L'écriture s'origine dans le commerce des marchandises, la délimitation des propriétés, le signalement des frontières. Je m'efforce de dévier le cours naturel de l'écriture, lequel consiste non pas au déploiement de la vision poétique, mais à l'établissement d'actes notariés, de décrets administratifs,
de compte-rendu de jugement. Voilà ce que suscite l'horreur de la bureaucratie. Des fantaisies stylistiques privilégiées, les sautes d'humeur sur la conduite ordonnée de la narration, sauter du coq à l'âne quand le lecteur préférerait le confort de la continuité plutôt que ces parenthèses dans des parenthèses, cette absence apparente de fil directeur, précisément ce que je souhaite détruire. Ce fil directeur, le fil que je m'évertue à couper en petits morceaux. De ce découpage, je n'attends pas la vérité. La vérité est toujours et définitivement du côté des livres de bord, des cahiers comptables, de ce que je raconte. Ce que je raconte n'est pas dénombrable. Rien de ce que je raconte ne se laisse additionner ou soustraire. Il n'y aura aucun bilan, aucun résultat. N'oublions pas que le calcul sert avant tout à mesurer les dimensions de la propriété, que le calcul évite la peine d'arpenter, de marcher. Moi, je préfère définitivement marcher et ne pas compter. Ne pas compter mes pas. J'ai le calcul en horreur. Les démonstrations invariablement maçonnes ne me persuadent en rien. Les fils directeurs ne sont bons qu'à être découpés en petits segments réduits, en isolats déliés, parce qu'à l'origine, il y a la bureaucratie et le calcul. Je dois me résoudre à peindre le fil directeur, il faudra s'y faire des morceaux, des lambeaux, arracher cette vieille peau fatiguée. En aucune façon je ne prévois de redonner du sens, encore moins de l'espoir aux lecteurs, ni accroître leur sentiment d'amour pour la vie. Il est juste question, c'est ce que je ne cesse de répéter, pourquoi ne m'écoute-t-on jamais? Pourquoi personne ne me croit? D'étaler sur ces pages le contenu de ces cahiers enfouis dans les cartons posés contre le mur de ma chambre. Ceux-là, pas les autres. Du contenu des cartons posés sur le matelas, on n'apprendra rien en lisant ces pages, les dates, les noms, les lieux, les chiffres et les opérations par lesquelles ces chiffres sont liés. On n'en saura rien, pas plus avancé à la fin qu'au commencement. Un vieil homme, l'autre jour, me parle de son autobiographie qu'il avait presque achevée. Et voilà que son disque dur a sauté, comme il dit, ce sont ses mots à lui, il ne reste rien de ce qu'il avait écrit, son enfance à la campagne forcément, son engagement dans la résistance, le récit interminable et sans intérêt de son ascension sociale, comment il en est venu à présider le conseil d'administration de l'entreprise, puis à présider le conseil d'administration de la Fédération française de je ne sais plus quelle activité de plein air. Je l'écoutais d'une oreille seulement. On avait sorti les alcools forts. Je me débattais avec l'envie de me verser discrètement, bien que nul ne m'en eût tenu rigueur, c'est une affaire entre moi et moi seul, un fond de whisky. Je me disais juste un fond, 2 gorgées, ça me soulagera de la peine que j'ai pris cet après-midi en écoutant ces vieux croulants, plus vieux et plus croulants que moi en tout cas, mais pas forcément en plus mauvaise santé. Déballer sans pudeur leurs chiffres, leur bilan, appelant à voter ses bilans. Et lui, enchaînant, je perds la mémoire aussi, mes clés, où sont ces maudites clés, ce disque dur, mon autobiographie, pourquoi ai-je négligé d'en imprimer un exemplaire, pourquoi n'ai-je pas, comme on faisait autrefois, écrit sur du papier, on ne peut pas faire confiance à cette technologie. C'est ce que je pense, dit-il. Oui, répondis-je, il n'est pas prudent de s'en remettre à la technologie. J'ai lu un article, dit-il, il suffirait d'une grosse tempête solaire pour foutre en l'air tout le système. Pour foutre tout le système en l'air. Une distorsion suffisante des champs magnétiques et c'en est fini, des téléphones portables, des systèmes de navigation par satellite, de l'aviation civile et militaire, tous les disques durs vont sauter, plus de transactions financières, la fin du commerce, des centrales électriques hors d'état de marche, des réacteurs nucléaires qui s'embrasent. Il s'excite en accumulant dans son esprit les catastrophes, en les accumulant sur la table, en formica de la salle de réunion, entre les gâteaux secs et la bouteille de jus d'orange. J'ai connu un type qui s'était doté d'un nombre
effarant de disques durs de sauvegarde, il passait un temps considérable à améliorer ce système de sauvegarde, à vérifier son bon état de fonctionnement, si bien qu'au bout du compte, il n'avait plus rien à sauvegarder, il n'avait pas pris le temps de produire quoi que ce soit, pas la moindre ligne qui aurait mérité qu'on la sauvegarde. Il demeurait fasciné et sidéré par ce remarquable système destiné à la conservation de ses œuvres à venir, incapable d'en écrire le moindre mot. J'ai connu un autre homme qui, lui, commençait tout le temps, non pas recommençait, mais commençait, écrivait 2 lignes, 2 paragraphes, 2 pages, puis se lassait. Ça n'allait pas. Alors il commençait à être autre chose, quelque chose de nouveau. Cet homme, c'était moi. Je me bats chaque matin pour ne pas laisser tomber. Je me dis, ce texte-là, aussi minable soit-il, insatisfaisant, horripilant, tu dois cette fois le mener jusqu'à son terme, tu dois en venir à bout, tu dois t'en débarrasser. Parce que voilà, tous ces morceaux de texte, ces lambeaux, à force de commencement et d'abandon, il vous reste en travers du gosier, et je dois répéter qu'en plus je ne bois plus d'ailleurs. Pour ceux qui suivent encore, je ne l'ai pas bu finalement ce fond de whisky, et je ne l'ai même pas versé. J'ai écouté le vieux déballant sa fin du monde, puis j'ai lancé « Bonsoir à tous » à la cantonade, mais pas suffisamment fort, personne n'a daigné se retourner, tout le monde semblait occupé à préparer la fin du monde. Ils avaient fait le bilan, exposé le compte de résultats, et maintenant, devant les gâteaux secs et le whisky, propulsaient gentiment dans l'espace autour d'eux les fragments de leur monde en ruine. Moi, je retournais à mon bureau, familier des ruines et des débris, pas désireux pour 3 sous, comme on dit, d'en entendre plus. Je n'ai pas besoin de ces fins du monde d'un matin. Moi, je vis dans un monde en ruine, je suis né dans les décombres, j'erre comme un zombie au milieu des décombres, lentement, mais sûrement. On aura beau chercher dans les cartons posés sur le matelas des dates de cette catastrophe, on n'en découvrira aucun indice. Aparecida m'avait envoyé par la poste un exposé astrologique, disait-elle. Tells the truth about you, it's exactly you, disait-elle en anglais, car nous communiquions en anglais. Je l'ai gardé, cet opuscule, ce petit livre qui, paraît-il, parle de moi. Il gît au fond d'un carton comme notre histoire, l'histoire entre Aparecida et moi, gît dans les pages d'un cahier perdu dans un carton adossé au mur. It's exactly you. Ça voulait dire, j'en apprends plus dans ces pages sur toi que je n'en apprendrai jamais en te rencontrant, en faisant l'amour dans un de ces hôtels à bon marché, en déjeunant dans un restaurant à bon marché, dans une ruelle parallèle à la jetée, en t'écoutant parler dans la voiture à bon marché sur la route entre Santander et Bilbao, et quand on grimpait à pied le sentier de la falaise qui surplombe l'océan. Ce type-là, cet astrologue américain, qui m'a envoyé contre paiement par carte bancaire le bilan astrologique de ta personne. Il sait des choses sur toi que tu ignores, par exemple. Il écrit que les hommes dans ton genre who have their North House in Libra. Des hommes comme toi doivent comprendre que la guerre est finie. Tous les belligérants sont rentrés à la maison depuis des lustres. S'obstiner à se cacher dans les tranchées est devenu non seulement inutile mais pathétique, comme ce Japonais qui se croyait encore en guerre, terré sur un îlot armé jusqu'aux dents. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai lu cette histoire et bien sûr, elle m'a fasciné. Et bien sûr, je me suis dit que ça pourrait être moi, que d'une certaine manière, effectivement, touché. C'était moi à l'époque où je buvais, tout du moins. Et j'imagine très bien qu'en lisant cet opuscule exposant mon cas, elle savait déjà qu'un type dans mon genre valait mieux éviter de s'embarquer avec. Du reste, elle m'a signifié mon congé. Elle a congédié notre amour.
Ou bien est-ce moi qui l'ai congédiée de peur qu'elle me congédie avant? J'ai connu une femme dans ce genre aussi, qui ne rêvait que de forêts glaciales, des forêts ardennaises probablement, grouillant de soldats allemands, traversés par des divisions blindées, et elle creusait sa tranchée, se cachait dans un trou, s'efforçait de se confondre avec l'écorce des arbres observés par la trouée qu'elle avait aménagée dans son abri de branchage. Voyez les choses abominables, disait-elle, les enfants, les femmes, ces soldats, tous des salopards. Paul savait, et c'est la raison pour laquelle, quelques mois plus tard, elle mit fin à notre liaison. It's exactly you, écrivait-elle dans son anglais à elle, et je répondais, dans mon anglais à moi, qu'elle avait raison. C'était l'époque où je buvais encore, où je buvais beaucoup. J'étais alors si loin de mon bureau d'aujourd'hui. J'étais alors très préoccupé par mon salut personnel, si l'on peut dire. La femme aussi, mon ex-épouse, si l'on veut, se préoccupait de manière pressante de mon salut personnel. Elle tirait des cartes, toutes les cartes qui lui tombaient sous la main, les mains dont elle lisait les lignes, n'importe quelle main qui s'ouvrait imprudemment à son insatiable manière herméneutique, accumulait les ouvrages d'initiation, initiation à l'astrologie, à la numérologie, à la sorcellerie, au chamanisme. Elle collectionnait les figurines d'animaux, des totems, disait-elle, qu'elle recevait par la poste en complément de son abonnement à je ne sais quelle revue ésotérique. Le comble fut atteint quand, un matin de novembre, elle prit rendez-vous avec une exorciste. Passent encore les diseuses de bonne aventure, les guérisseurs, les sorciers, les psychiatres, mais l'exorcisme. Une vieille dame avait-elle dit, une paysanne, elle pourrait te faire du bien, essayait-elle de me convaincre. Moi, j'avais déjà dit oui à tout, un type qui me caressait le rat avec des galets bleutés. Je vous stimule les chakras, qu'il disait. Il y en a un là, au niveau du plexus qui est fermé. Il est terriblement fermé. Je peux pas vous laisser avec un chakra dans cet état de fermeture. Ça fera 600 francs. Et cette psychothérapeute environnée de nounours en peluche, à la deuxième séance, sortant d'un placard une pile de magazines et des catalogues de vente par correspondance, m'invita à découper des images dans ce fatras vulgaire, odieux, et à coller les morceaux et lambeaux déchirés des catalogues, des filles en maillot de bain, des types aux cheveux courts, enserrés dans des t-shirts moulants, ces couleurs éclatantes. Fallait que je découpe quelque chose dans cette vision de paradis de catalogue de vente par correspondante, et il était censé en résulter, une fois encore, un portrait. Quelque chose de moi. Alors qu'il aurait suffi qu'elle m'écoute. Lâche ces nounours et ces catalogues de minutes, mais comme je l'ai déjà dit, comme je m'en suis déjà plaint, on ne m'écoute jamais, on ne me croit pas. Alors, l'exorciste, mon ex-épouse, s'était bien gardé de me dire que j'allais ce matin-là me faire exorciser, non? J'étais loin de m'en douter. Quand bien même je m'attendais à peu près à tout, et surtout à n'importe quoi, ayant eu le privilège extraordinaire de visiter tout ce que le département compte de charlatans, de bonimenteurs, d'allumés, de gourous, mais une exorciste, non. En traversant la courette parcourue de poules et de canards, m'essuyant inutilement les pieds avant d'entrer dans le séjour en terre battue, en me baissant pour éviter les jambons suspendus au plafond. J'avais bien senti l'odeur d'encens, mais ils s'en embaument toujours, les charlatans, les bonimenteurs, les allumés, les gourous. Ils s'embaument d'essence, les effluves de la vérité. Il leur faut soigner l'atmosphère, multiplier les artifices en quoi même le plus crédule risque de renifler l'estropuant derrière le rideau.